Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ok, bon bah parfait. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, est-ce que juste avant de commencer, il y a des personnes qui n'étaient pas présentes à l'atelier 1, parce que là on est à l'atelier 2. Pour celles qui n'étaient pas présentes à l'atelier 1, ce que je vous propose, c'est de regarder le replay qui est sur notre chaîne YouTube et de le regarder en qualité un peu inférieure. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu savoir où on en est et pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer à l'épisode 2. Donc, on a participé à l'épisode 1 sur les constats et l'impact du numérique. Et donc, je vous propose un peu une saison. Donc, on va passer de l'iPhone au Nokia. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et donc pour cet épisode 2, on va identifier en fait des axes d'action simples et pratiques que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement dans votre entreprise. L'idée, c'est pas d'aller dans les choses très complexes en termes de développement informatique, etc. On va commencer simple. L'idée, voilà, c'est de co-construire cet atelier-là. Moi, je suis pour l'instant en situation d'exploration. Ça fait quelques mois maintenant que je m'intéresse beaucoup au sujet. Donc, j'aurai pas les réponses à toutes les questions, mais c'est pas l'objectif. Et justement, j'attends vraiment de vous que vous me les posiez pour qu'on puisse avancer ensemble face à cette problématique-là. Alors, juste avant de commencer, je voulais juste vous indiquer qu'on vient de sortir l'édition 3 du Yaka Faucon en low-tech. Donc, ça n'est pas par hasard que je vous en parle. Elle est soit dans votre boîte mail, on vient d'envoyer une newsletter ce matin, ou alors vous pouvez accéder au www.yakafaucon.together.travel. Vous allez à la fois profiter de notre premier site low-tech, donc qui est bien évidemment perfectible. C'est une première version, mais c'est vraiment voilà pour vous donner un peu l'idée et des différents articles qui ont été rédigés à la fois par des produits tourisme, mais aussi pas seulement par des produits tourisme. Et l'idée, voilà, c'est d'élargir un peu le cercle des possibles pour trouver des solutions aux crises actuelles. Alors, de quoi on va parler? Et ben, comme je vous disais, aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire à notre échelle, donc à savoir réduire l'empreinte environnementale de nos outils de communication. Donc, je vais m'appuyer aussi sur les questions que vous m'avez posées pendant le premier atelier. Ça va me permettre en fait d'y répondre. Donc, on va voir un peu les bonnes pratiques au niveau des outils pour les emails, les vidéos, les réseaux sociaux. Et ensuite, on fera un focus sur le site internet. Donc rapidement, pourquoi on s'intéresse à tout ça? Parce que le numérique a une matérialité et qu'aujourd'hui on utilise le numérique pas de manière très sobre. Donc voilà. On peut mieux faire. Donc, en termes d'impact, en termes de chiffres, on a 34 milliards d'équipements. Je fais juste un rapide rappel pour ceux qui n'étaient pas là à l'atelier 1, histoire de replacer un peu le contexte. On a le numérique est responsable à 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 2 fois plus que l'avion. Dans notre secteur du tourisme, on parle beaucoup de l'avion, mais le numérique, en fait, c'est beaucoup plus. Et en fait, son utilisation, elle est exponentielle. On achète de plus en plus d'appareils numériques qui, en fait, sont constitués à majorité via des énergies et des métaux qui sont en voie de disparition. En tout cas, les ressources identifiées sont en train de s'épuiser. Donc, on est face à des problématiques qui risquent de se poindre le bout de leur nez, qui le pointent déjà et qui vont le poindre de plus en plus au fil des ans. Donc juste quelques prérequis avant de commencer au niveau des mesures, des unités de mesure informatique, parce qu'on va parler de mégabits, de gigabits, etc. Donc l'unité de mesure pour quantifier une information en informatique, c'est l'octet. Donc un octet, c'est égal à 8 bits et un kilooctet. Donc après, vous avez les différentes, comme vous voyez sur la presse, les différents ordres de grandeur. Et à savoir que il faut faire juste attention. Des fois, vous allez avoir MB en majuscule. En fait, ce sont ce qui correspond à des bytes. C'est la traduction d'octet en anglais et non pas des bits. Donc, vous pourrez perdre jusqu'à 8 fois de puissance. Donc, il est important d'avoir cette notion-là en tête. Et enfin, l'unité de mesure pour mesurer le débit Internet et le transfert des données, c'est
en bits par seconde. Donc, vous allez avoir, par exemple, les kilobits par seconde, ça va être des connexions bas débit. En France, par exemple, on est environ à 30,4 mégabits par seconde, selon Futuratech, ce qui fait qu'on a une connexion qui est quand même de très bonne qualité. Dans certaines destinations, c'est pas le cas. Par exemple, moi, j'ai fait le test chez moi dans mon appartement. Je suis basée en Bolivie et j'étais à 9 mégabits par seconde. Donc, ça va aussi introduire un petit peu le pourquoi de faire un site low-tech, parce qu'un site low-tech, il va être beaucoup plus accessible et donc vous allez pouvoir accéder à ce site dans différents pays. Plus le site est lourd et plus il va être difficile de charger avec notamment la transmission de la connexion Internet que vous avez. Alors, on va passer dans le vif du sujet, les outils. Donc, il y a eu une question à l'atelier 1 concernant les podcasts. Donc, qu'en est-il des podcasts sous forme de storytelling pour faire rêver les clients, moins lourd que les vidéos et photos certainement. Donc, effectivement, un podcast, ce sera toujours moins lourd qu'une vidéo en HD. J'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'informations sur l'impact du podcast, donc j'ai fait une petite expérience. Vous avez sur votre navigateur Firefox, vous pouvez installer cette extension qui s'appelle Carbonalizer, qui a été proposée par le Green IT et le Shift Project. Ça vous permet en fait de calculer l'impact l'impact de carbone de votre navigation Internet. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner un podcast de 50 minutes à l'aide de ce navigateur-là, et donc le navigateur m'a donné un résultat de 52 MO. Et je l'ai comparé au poids d'une vidéo. Alors, il faut faire attention parce que tout va dépendre de la qualité de la vidéo que vous allez proposer. Mais si on prend une qualité normale, vous êtes à 270 MO, donc oui, le podcast est beaucoup moins impact qu'une vidéo. Et juste un petit conseil pour ceux qui veulent faire des podcasts à l'avenir, vous avez plusieurs canaux audio et moi je vous conseille, pour un impact minimisé, d'utiliser le canal audio mono, qui en fait c'est juste une seule piste audio, alors que le mode stéréo, vous allez avoir plusieurs effets, plus de profondeur, etc. Mais ça va être un petit peu plus lourd. Vous allez pouvoir convertir, passer de stéréo à mono avec le logiciel, par exemple Audacity, qui est un logiciel gratuit. On va ensuite passer à l'utilisation des vidéos. Donc, on va s'intéresser particulièrement aux vidéos YouTube. Donc, quelques bonnes pratiques. Il faut compresser vos vidéos. Vous avez des outils qui vous permettent de le faire, de réduire leur taille, et surtout d'inviter vos internautes, vos utilisateurs à réduire la qualité de visionnage. Donc là, je vous ai mis un imprime-écran de YouTube. Dans la petite molette que vous avez sur la droite, vous allez pouvoir aller choisir une qualité un peu inférieure. Rien ne sert d'aller regarder une vidéo en HD ou en 720p. Voilà. Et donc, une solution concrète pour ça, j'imagine que la plupart d'entre vous avez des vidéos depuis YouTube chargées sur votre site internet. Donc, pour que vous sachiez un petit peu, quand vous chargez une vidéo sur votre site internet, il y a des requêtes qui vont se générer. Les requêtes, en fait, sont les allers-retours entre votre site et le serveur qui va appeler ces informations-là, appeler ce contenu-là. Et quand vous chargez une vidéo YouTube sur votre site, vous avez 14 requêtes qui sont générées comme ça d'un seul coup. Que l'internaute clique sur la vidéo ou pas, elles sont chargées sur la page, donc ça prend de l'énergie. Donc là, je vous ai juste montré comment en fait on intègre une vidéo si on n'utilise pas la méthode que je vais vous montrer. Donc on va sur YouTube, on récupère l'iframe et donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'iframe d'une vidéo que vous récupérez d'internet. Donc, juste, j'attire votre attention sur l'identité, l'idée de la vidéo, parce qu'on va en avoir besoin ensuite. Donc, il y a un petit malin qui s'appelle Arthur Coressant, qui est un développeur américain, qui a eu une très bonne idée. Il s'est dit, plutôt que de charger 14 requêtes, si mon utilisateur va pas cliquer sur ma vidéo, ça sert pas à grand chose. Donc, on va charger une seule requête. Comment on va faire? Eh ben, en fait, on va simplement prendre une image de cette vidéo-là, ce qui fait qu'il va y avoir deux étapes quand votre internaute va être sur votre site. Il va voir du coup l'image de la vidéo, il va cliquer sur cette image, donc ça va montrer qu'il va souhaiter voir la vidéo. Et là, à ce moment-là, il pourra voir la vidéo YouTube. Donc, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Sur la première image, vous avez donc cette image qui correspond à une requête. Et quand l'internaute va cliquer, il aura évidemment le lecteur YouTube comme vous pouvez l'avoir en ce moment.
Et donc, comment on fait tout ça? Eh ben, c'est un simple copier-coller en fait de ce code-là il a tout bien préparé. Et donc, je vous disais tout à l'heure de faire attention à l'idée de votre vidéo. Et en fait, il suffira simplement de faire le copier-coller et de rajouter l'idée de votre vidéo. Donc ici, 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 et ensuite l'attribut alt, donc ce qui permet de donner des informations au référencement à Google pour identifier votre vidéo, et le titre. C'est juste ce qu'il y a à faire. Voilà pour ça. Alors ensuite, il est intéressant de se poser la question de notre usage. Nous aussi, moi je suis là, comme on dit, on est en co-construction. Moi, je suis en train également de remettre un petit peu en perspective l'utilisation de Together par rapport à YouTube. Donc nous, on a beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube parce qu'on organise des webinaires. Donc pourquoi là on va se poser des questions, pourquoi pas demain écrire, donner un peu plus d'informations sur la vidéo avant d'inviter l'internaute à cliquer. Par exemple, toutes les questions qui vont être posées pendant le webinaire, mettre les questions dans la description, mettre un petit descriptif du contenu, ça va permettre en fait à l'internaute d'avoir le maximum d'informations. Il va se dire ça m'intéresse, non ça c'est pas ce que je cherche, donc je vais passer à autre chose et je vais pas cliquer sur la vidéo histoire de revoir toute la vidéo en entier. Et si c'est pas le contenu qui m'intéresse. Il y a aussi une possibilité de faire un arrêt sur image. Dans nos webinaires, nous, on a une partie questions-réponses à la fin des formations. Est-ce qu'il est judicieux d'avoir la vidéo, comme on l'a en ce moment, de me voir en train de parler? Est-ce que le plus important, ce serait pas juste d'avoir la piste audio, ce qui nous permettrait en fait de supprimer cette partie, de juste mettre une image et de faire dérouler la piste audio pour diminuer un peu l'impact de notre vidéo? Et je vous invite aussi à réfléchir aussi à vous-même sur les vidéos que vous avez chargées sur votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des vidéos qui mériteraient pas d'être supprimées parce qu'elles sont plus d'actualité ou parce qu'elles n'ont plus lieu d'être? Alors maintenant, on va passer aux emails. Donc, on a eu une question sur l'atelier 1. Pour les emails, y a-t-il de bonnes pratiques, des boîtes d'emails plus adaptées, des signatures moins lourdes, des chaînes d'emails moins longues? Alors, pour que vous sachiez un petit peu en termes de chiffres, le Green IT a calculé en fait l'impact d'un email. Donc, avec une pièce jointe de 10 grammes, on est environ de 1 MO, on est environ à 19 grammes de CO2. Un message sans sans pièce jointe, 10 grammes. Donc, quelques petites bonnes pratiques comme ça que vous pouvez mettre en place. Il faut bien évidemment supprimer les mails inutiles de votre boîte de réception. Vous pouvez alléger votre signature de mail. Si vous avez une image ou un lien, vous pouvez ne pas les mettre. C'est pas forcément ça va pas changer la vie de la personne qui recevra votre message. Vous pouvez aussi utiliser le mode de texte brut. Donc, si vous utilisez Gmail, je vous ai mis un petit imprime écran. Il suffit d'aller dans les petites molettes et de mettre le texte brut. Donc là, vous allez avoir pas de mise en forme en fait de votre mail. Donc, ce qui va réduire l'impact de votre mail. Il faut évidemment se désinscrire de toutes les newsletters inutiles que vous recevez tous les jours. Si vous ne les lisez pas, ça ne sert à rien que vous les receviez. Limiter le nombre de destinataires. On a dans la plupart des entreprises beaucoup des courriers, des mailings qui sont communs. Nous, par exemple, on a un mail qui s'appelle bisous@together.travel ou qui regroupe tous les mails de toute l'équipe. Il faut aussi se poser la question, est-ce que chaque personne a besoin de recevoir cette information-là? Donc voilà, je pose la question. Il faut envoyer bien sûr des photos en basse résolution ou même éviter les pièces jointes. Si vous pouvez par exemple les transférer via WeTransfer qui ensuite supprime le fichier, ça peut être aussi une piste intéressante. Vider la corbeille bien évidemment, ne pas imprimer les mails et faire le ménage dans sa liste de diffusion. J'imagine que la plupart d'entre vous utilisez peut-être un outil pour envoyer des mailings. Une pratique qui peut être intéressante, c'est d'aller un peu faire le ménage dans votre liste. Donc, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais par exemple, vous pouvez supprimer tous les contacts qui n'ont pas ouvert vos mailings, les 50 derniers mailings. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas les cibler avec vos mailings, donc vous pouvez les supprimer et puis essayer de les tenter de les cibler via un autre moyen. Donc, juste une petite statistique. C'est une statistique de l'ADEME, qui est l'agence qui dit que pour une entreprise de 100 personnes qui chaque année avec leur courrier électronique, il y a environ 13,6 tonnes d'équivalent CO2, c'est l'équivalent de 14 allers-retours Paris-New York. Donc c'est quand même pas significatif. C'est quand même significatif, pardon.
Donc juste une petite mise en garde, de mettre en place ces petits gestes, ça va bien évidemment réduire l'impact que vous avez par rapport à vos outils, mais de quelques grammes seulement. Les actions qui sont vraiment significatives, comme on a pu voir dans l'atelier 1, c'est de prolonger la durée de vie de ces appareils. Comme je vous expliquais, nos appareils numériques sont issus de matériaux fossiles qui sont en train de disparaître et qui sont extraits dans des conditions terribles pour les personnes, pour les mineurs, etc. Enfin, c'est vraiment la solution, c'est de prolonger la durée de vie de ces appareils, et donc ça passe par des actions qui vont vous permettre de réduire notamment la charge que vous avez sur vos appareils, et donc de réduire le poids de vos sites internet, de vos outils, etc., pour éviter d'user votre ordinateur, votre téléphone plus rapidement. Alors juste une petite aparté par rapport à l'envoi des SMS. Donc en fait, envoyer un SMS a beaucoup moins d'impact qu'envoyer un mail. Donc il y a le Green IT qui a en fait cherché cette information-là. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez un mail, vous faites appel à des serveurs. Quand vous envoyez un SMS, vous faites appel aux lignes téléphoniques. Donc c'est pas le même mode de transmission. Et donc vous voyez que les chiffres sont assez contrastés. C'est un SMS, c'est 0,00215 grammes d'équivalent CO2 par message, comparé à un mail entre 10 et 19 grammes s'il y a une pièce jointe ou pas. Et tout dépend aussi de la taille de votre pièce jointe. Alors, au niveau des réseaux sociaux, il y a une question qui a été posée à ce sujet-là. Donc, bien évidemment, ça a un impact. Toutes les vidéos qui se chargent automatiquement quand vous êtes sur votre fil d'actualité, que vous voyez des vidéos qui se chargent sans vous l'avoir demandé, c'est un des impacts les plus importants en ce moment en termes d'impact numérique. Je vais plutôt vous parler aussi de l'éthique des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est tous sur Facebook, etc. Vous savez très bien que y a un problème d'éthique, qu'on vend nos données, qu'on distribue nos données, etc. Donc, je voulais juste vous parler des outils libres. Les outils libres, en fait, ce sont des outils qui ne récoltent pas, qui vont être en fait similaires à Facebook, Twitter, sauf qu'il n'y aura pas de publicité, et il n'y aura pas de pistage. On va pas récupérer vos données, les vendre à des fins commerciales. Et donc, il y a une association qui s'appelle Framasoft, et donc qui fait la promotion de ces outils libres, et qui a développé pas mal d'outils, dont Framapiaf, qui est en fait un équivalent à Twitter, ou Diaspora. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller chercher un petit peu plus sur ces thèmes-là. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va parler du coup des sites internet. Alors pourquoi? Comme on l'a vu en fait à l'atelier 1, les outils de communication et de promotion, c'est un outil, en fait, le site internet, qui est central à notre secteur du tourisme. Et en fait, on a beaucoup de potentialités de faire beaucoup mieux. Donc quelques chiffres rapidement. Depuis 2010, le poids d'une page web, il a plus que triplé. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le numérique, il est un peu débridé, il n'y a pas forcément de règles, donc on va pas chercher à essayer de minimiser les impacts. On n'est pas trop conscient en fait de ces impacts-là, puisque je vous l'ai dit, ils sont un peu immatériels, donc on se rend pas forcément compte. Il y a 45% des fonctionnalités d'un site qui ne sont jamais utilisées, et les vidéos et images, elles représentent 90% du poids d'un site. Donc pour juste vous remettre un peu les choses dans leur contexte, il y a 10 ans, un site, le poids moyen d'une page, c'était de 110 kilooctets. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les mesures informatiques, c'est kilooctets, mégaoctets, gigaoctets. Et aujourd'hui, on est à plus de 2 mégaoctets par page. Et en fait, il y a une problématique en ce moment qui s'installe. On appelle ça l'obésiciel. C'est la contraction de obésité et de logiciel. C'est qu'on met de plus en plus d'informations sur nos logiciels, et en fait, on se rend compte qu'ils sont pas forcément utilisés. Il y a une étude aussi sur l'utilisation de Word, en fait, qui dit que la moitié des utilisateurs utilisent que 5 fonctionnalités de Word, alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc voilà. On pose aussi ces questions de savoir est-ce que c'est vraiment utile tout ça. Et pourquoi on s'intéresse au site web? Parce que en fait, rendre son site éco-conçu, ça va augmenter la performance de votre site web. Il y a d'ailleurs les GAFA, dont la plupart de nos sites sont hébergés, qui sont pris qui ont pris le sujet en main, qui sont en train d'alimenter leurs serveurs via des énergies renouvelables. Et donc, un site éco-conçu, c'est un site performant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors,
Performant aussi parce qu'il y a des intérêts à la fois économiques, écologiques et en termes de conviction personnelle. Vous allez pouvoir, si vous passez votre site, enfin si vous lancez dans un processus d'éco-conception de votre site, vous allez pouvoir réduire vos coûts. Parce qu'il y a un site éco-conçu, c'est un site qui a moins de pages, donc qui va utiliser moins de place sur le serveur, qui va avoir moins de fonctionnalités et moins de requêtes. Donc c'est donc un site qui va charger plus vite et qui va être mieux référencé par rapport à Google. Et qui va évidemment être moins cher en termes de coût d'hébergement puisqu'il va prendre moins de place sur le serveur. Comme je vous disais tout à l'heure, plus votre site va être accessible et peu lourd, il va pouvoir augmenter la durée de vie de vos appareils, mais aussi de votre site. Moins vous allez avoir de contenu, plus vous allez pouvoir adapter votre contenu facilement et ça va être flexible aux évolutions que vous allez vouloir lui donner. Et donc, il va être aussi moins complexe. Si vous avez un ordinateur un peu plus ancien, il y aura moins de problèmes à s'afficher, etc. Et donc, il sera beaucoup plus facile à utiliser. Donc après, il y a toute une conscience écologique et des consciences personnelles de mettre en place d'éco-concevoir notre site. C'est lutter contre l'usure des appareils, c'est réduire la consommation d'énergie générée par un site web. C'est aussi pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir du numérique. Et bien sûr, vous allez aussi valoriser l'image de votre entreprise en sensibilisant vos parties prenantes, donc à la fois votre équipe, à la fois vos clients. C'est important en tant que communicant aujourd'hui d'être au fait des conséquences de l'impact du numérique, et c'est aussi important de transmettre ces informations-là pour essayer, dès qu'on a une information, dès qu'on on connaît cette information-là, essayer de réfléchir mieux et de réfléchir différemment aux solutions. Donc, comment on va faire tout ça ? La première chose, c'est de s'informer et de se former. Donc, tout ça, ça suppose une volonté. Donc, si vous êtes connecté aujourd'hui avec moi, j'imagine que vous vous intéressez au sujet, que vous vous questionnez du moins. Et ça suppose, bien sûr, d'utiliser des outils et des ressources fiables. Donc, toute ma recherche, en fait, elle s'appuie sur les chiffres de l'ADEME, les chiffres du Shift Project et un organisme qui s'appelle le Green IT, qui est une institution en France sur ces problématiques-là. Donc, il va falloir, après s'informer et se former, sensibiliser les forces vives. Donc, moi, je vous conseille d'inclure votre équipe dans ces questionnements-là, de faire des débats, d'essayer de voir, de proposer les avis de tout le monde, et ensuite, bien sûr, de passer à l'action. Donc, comment on passe à l'action ? On va faire déjà un audit un peu actuel de notre site, et ensuite, ça va nous permettre d'identifier les axes principaux et prioritaires sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, pour cette partie-là, je vais m'appuyer sur le site du Yaka Faucon. Donc, c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a développé en low-tech, donc que j'ai développé moi-même, j'ai travaillé dessus, donc je suis pas développeuse, donc il est extrêmement perfectible, mais voilà, l'idée, c'est de vous donner un peu des pistes de réflexion à ce sujet-là. Donc, pour développer ce site, en fait, je me suis appuyée sur un template WordPress, parce que j'ai pas les connaissances en développement informatique, qui s'appelle Susty. Donc, il faut savoir que WordPress est en train de proposer pas mal de templates low-tech. Vous avez Green Issue, par exemple. Et donc, voilà, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Pour que vous sachiez, il y a plusieurs manières de faire un site Internet. Donc, aujourd'hui, il y a 30% des sites qui sont conçus avec WordPress. Mais vous pouvez aussi surtout faire des sites statiques. C'est toujours mieux qu'un site WordPress parce qu'il va être développé, vraiment codé à la main. Et donc, vous allez pouvoir enlever tout le superflu. Mais ce site-là, ce style, il sort beaucoup dans les résultats de recherche de mes recherches. Il est il est très performant. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ça. Donc, on peut voir, là, je vous ai mis une photo en fait de l'exemple du site Susty. Donc, c'est clairement une page blanche avec du texte. Et moi, j'ai travaillé du coup sur ce template et donc ça donne ça. Donc là, vous avez le site du Yaka Faucon qui est inspiré du template Susty. Et donc, comment on va faire pour faire notre audit ? Donc, je vais vous proposer, d'ailleurs, cette question a été posée, elle était très pertinente, les outils de mesure pour mesurer tout ça. Donc, on va s'intéresser à 3 outils en particulier, enfin 2, pardon. La vitesse de chargement des pages, donc avec GTmetrix ou Google Page Speed Insight, et l'empreinte carbone de notre site. Le poids des pages, ça va être aussi grâce avec GTmetrix. Vous avez d'autres outils. On aura l'occasion peut-être d'en parler pour un prochain atelier. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ces 3 outils-là. Donc là, on est sur Google
Page Speed Insight. On va arriver. Et donc là, je vous ai fait un comparatif. En fait, j'ai pris sur la première image, vous avez le site du Yaka Faucon, donc qui a été développé en low-tech, et le site de la Webzine, qui est un site aussi qui nous appartient, qui n'a pas du tout été développé en low-tech pour le moment, qui le sera prochainement. Et donc, vous pouvez voir en termes de chargement de votre site web sur mobile que le site low-tech bat tous les records, il est à 100%. Alors après, il ne faut pas non plus se fier à ces numéros-là, ça vous donne des indicateurs. Et en bas, vous avez justement des bonnes pratiques à mettre en place pour essayer d'augmenter cette vitesse de chargement. J'ai fait la même chose du coup avec l'interface sur ordinateur. Donc on est à pareil 100% sur le Yaka Faucon, 91 sur la Webzine. Maintenant, on va s'intéresser à GTmetrix qui est trois variables qu'il propose. Donc là, pareil, vous avez le site du Yaka Faucon et en dessous le site de la Webzine. Et je vous ai encadré en fait le détail des pages. Vous avez bien sûr la performance environnementale, donc là on est en A sur le site low-tech, mais bon c'est normal, et on est en B et C sur le site qui n'est pas low-tech. Donc c'est pas mauvais, mais il peut mieux faire. Donc on va s'intéresser à ces trois variables-là. Vous avez le temps de chargement de la page. Donc là, on s'intéresse uniquement à une URL de une page du site internet. C'est bien important de l'avoir en tête. Donc là, on est à 312 millisecondes de chargement de la home page, contre 1,5 secondes pour le site qui n'est pas low-tech. Vous avez en moyenne générale sur la vitesse d'un chargement d'un site, c'est 7 secondes. Donc là, on voit qu'on est clairement au-dessus pour le site low-tech. En termes de poids de la page, on est à 46,1 kilobytes contre 1,24 mégabytes. Et on est en termes de moyen d'une page, on est à 3,6 mégabytes. Donc pareil, voilà. Et en termes de requêtes, alors les requêtes sont, comme je vous disais, les allers-retours entre les serveurs, entre votre site et le serveur qui va faire appel en fait pour faire afficher le contenu. Donc vous êtes à 6 requêtes sur le site low-tech, vous êtes à 50 requêtes sur notre site à nous, et en moyenne, il y a 87 requêtes. Alors les moyennes, c'est pas forcément des bonnes pratiques, c'est juste pour vous donner un aperçu et pour vous dire que on fait pas forcément ce qu'il faut et qu'on pourrait faire beaucoup mieux. 87 requêtes juste pour une page, une URL, c'est beaucoup. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, rien que le plugin YouTube, c'était 14 requêtes et on arrive à passer de 14 requêtes à une. Donc il y a vraiment moyen des potentialités de faire les choses différemment. Donc rapidement, je vous ai pris en fait des exemples de sites pour un peu avoir un aperçu comment ça se passe au niveau du tourisme et des sites qu'on a dans notre industrie. Donc là, alors il faut bien faire attention de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire comparer des sites qui sont sur déjà deux homepages, des sites qui sont positionnés sur la même site de clientèle, le même type de produit, etc. Donc là, on est sur des sites Théo spécialisés luxe. Donc voilà, on voit que il y a beaucoup à faire là. 93 requêtes pour une page, il y a beaucoup à faire. Pareil pour les sites Trek. Voilà, je vous ai juste mis ça pour histoire de vous informer un peu. Et sites de réceptifs. Donc voilà, ni les Théo ni les réceptifs, on a tous du pain sur la planche, comme on dit. Juste un petit aparté par rapport au référencement. Un site éco-conçu, comme je vous le disais tout à l'heure, il est apprécié par Google parce que le robot va mettre moins de temps à explorer les pages, parce que le code sera simplifié, il y aura moins d'éléments, etc. Donc, il va être plus enclin à positionner votre site. Et donc, plus vous allez faciliter de façon la vie à Google, et plus il va être sympa avec vous, et plus il va vous remonter sur les moteurs de recherche de façon, en tout cas, dans tous les cas, en référencement naturel. Et bien sûr, il faut en low-tech conserver les principes du SEO, c'est-à-dire renseigner les balises, title, métadescription, les backlinks, de faire en sorte que votre site soit responsive. Là, le template Susty est responsive. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la mesure de l'empreinte environnementale du site web. Donc on va pour cela se baser sur EcoIndex qui a été développé par le Green IT. Comme je vous disais, c'est l'institution en France sur ces problématiques-là. Et donc en fait, un peu comme sur le principe que je vous ai montré tout à l'heure avec GTmetrix, là on va aussi analyser une seule URL. Donc je vous ai aussi fait le comparatif entre le site low-tech qu'on a là et la Webzine, un site lambda.
Donc évidemment, le site Le Tech, on va être en catégorie A. Par rapport au site Webzine, où on va être plutôt en catégorie D. Donc voilà. On va développer en fait ensemble tous ces indicateurs. Donc vous avez ensuite, par rapport à la complexité de la page, la bande passante et la charge serveur. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On regarde quand on est sur le site qui n'est pas Lotech, qu'on nous indique que notre page elle est trop complexe. En fait, EcoIndex va analyser cette page en fonction du nombre d'éléments que vous avez sur votre page. Plus vous avez d'éléments sur votre page, plus il va dire que ça va être compliqué à identifier, et donc ça va prendre aussi de la charge énergétique. Donc ça va être une page trop complexe. Pareil pour la bande passante. Votre page est trop lourde, ça veut dire qu'il y a trop d'éléments, peut-être que les images sont pas suffisamment optimisées, donc ça va prendre et également de la charge serveur. Vous allez faire trop d'allers-retours entre les serveurs. Donc ça, la charge serveur, c'est par rapport aux requêtes que je vous montrais tout à l'heure, les 85 requêtes. Là, ça correspond vraiment à la charge serveur. Donc, quelques définitions un petit peu de tous ces indicateurs-là. Donc, on est sur la performance environnementale. La performance environnementale, c'est un élément technique. Ça a été mis en place à l'appréciation de EcoIndex, qui en fait une pondération du poids de certains éléments techniques qui sont gourmands en énergie. Donc, ça vous donne un certain indicateur. Ensuite, là, vous allez avoir le classement. Donc, par exemple, notre site tech, il est 7000 sur 37 000. C'est pareil. Des indicateurs qui sont propres à EcoIndex, qui vont en fait analyser par rapport à toutes les pages qu'ils ont analysées, ils ont déterminé un classement. Donc là, on est plutôt sur des données un peu subjectives. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la complexité de la page. Donc, comme je vous expliquais, le nombre d'éléments que vous avez sur votre page. Plus vous avez d'éléments, plus votre ordinateur et le navigateur va devoir faire des efforts pour l'afficher. Hop. Ensuite, la bande passante. Donc, ça témoigne des efforts à faire pour transporter la page jusqu'au navigateur. Donc, plus vous avez de bande passante, plus ça va prendre de temps, etc. Et la charge du serveur, comme je vous disais, c'est les requêtes HTTP. Donc, attention. Ça, c'est une analyse, première analyse. C'est en aucun cas, en aucun cas le prendre comme une bible. Ça vous donne juste en fait des axes sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous allez vous dire, ah, ma page est trop complexe, donc du coup je le sais. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mettre ça en place? Donc justement, en fonction de tous les résultats que vous allez pouvoir récolter grâce à GT Metrix et l'EcoIndex, vous allez pouvoir déterminer un peu des axes de travaux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques axes de travaux qui vont être simples à mettre en place dans votre entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en développement. Voilà. Donc tous ces axes de travaux là, de travail pardon, vont être sont issus en fait d'un livre qui a été développé par le Green IT qui propose 115 bonnes pratiques. Donc vous vous rendez compte qu'on va pas élaborer les 115 aujourd'hui, mais j'en ai sélectionné quelques-unes en termes de conception technique, de conception fonctionnelle, de conception graphique et de contenu. Donc en gros, qu'est-ce que je peux faire là maintenant si dans quelques mois j'ai envie de m'intéresser à retravailler mon site internet? Donc la conception fonctionnelle, c'est en fait les fonctionnalités de votre site. Il va falloir éliminer les fonctionnalités non essentielles. Par exemple, le bouton de partage sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être dans votre footer où il va y avoir partager et like, ça va demander énormément de requêtes. Vous pouvez par exemple, à la place de mettre ça, simplement mettre le lien vers votre page Facebook. Les sliders d'images, est-ce que c'est forcément judicieux d'en avoir? La carte Google Maps, pareil. Vous pouvez juste avoir une carte en photo. Est-ce que c'est la peine d'avoir une carte Google Maps? Je pose la question. Et donc là, je vous ai mis juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous êtes sur votre site internet, vous allez faire afficher une page où, par exemple, mettre la carte Google Maps, ça va envoyer des requêtes au serveur, par exemple, de Google, qui va renvoyer une réponse en faisant afficher la carte Google Maps. Et donc, c'est précisément ces ponts-là qui font, en fait, ces navettes-là qu'on va essayer de couper afin d'alléger notre site. En termes de conception graphique, donc c'est tout ce qui va toucher au design, il va falloir optimiser la taille de vos images et de vos vidéos.
Comme je vous disais tout à l'heure, les images et les vidéos, ça correspond à 90% du poids de votre site, donc c'est vraiment considérable. Et donc, il y a plusieurs solutions. Je vous dis pas du tout de supprimer toutes les vidéos de votre site, non. Il faut juste en fait se poser la question de est-ce que cette image, est-ce que par exemple j'ai ma page, je vais avoir 3 images sur ma page, est-ce que les 3 images sont importantes ou est-ce que si je mets une image super jolie, ça suffirait pas pour proposer une expérience à mon utilisateur. Et donc en termes de donc pour cette problématique-là, il faut en fait déjà compresser vos images et les optimiser pour le web. Donc si vous avez Photoshop, vous pouvez le faire très facilement avec un enregistrement pour le web et vérifier que c'est bien en 72 dpi. Ou alors, vous pouvez utiliser un compresseur d'images. Vous avez ImageMagick, compresseur IO. Vous cherchez sur Internet, vous allez en avoir vraiment pas mal. Alors moi, au niveau du site Lotech, j'ai proposé une solution très extrême. C'est l'ASCII Art. Donc en fait, c'est créer des visuels ou des images à partir de symboles de clavier. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vous ai fait des imprimes écran du site. Donc là, vous voyez par exemple les petites montagnes. En fait, c'est fait avec des slash. Donc voilà, on peut s'amuser. Donc c'est aussi bien sûr une solution créative, originale à mettre en place. Après voilà, il faut voir, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez toujours garder des images. Il faut juste les optimiser. Favoriser les polices standards. Donc, je vous conseille aussi de ne pas télécharger de nouvelles polices, par exemple des Google Fonts, qui vont faire en fait appel à votre serveur Google pour les faire apparaître sur votre site. Vous avez des polices en fait qui sont automatiquement intégrées dans votre navigateur. Préférez les glyphes aux symboles, aux images. Donc là, pareil, c'est au niveau des caractères spéciaux. Vous avez en fait sur des symboles sur votre clavier avec lesquels vous pouvez créer, vous amuser. Donc moi j'ai fait ça. Voilà par exemple des imprimes écrans sur le site de Yaka Faucon. Donc toutes les petites flèches voilà montrent en fait tout ça. Ce ne sont pas des images, ce sont des symboles qui donc du coup sont beaucoup moins énergivores. Voilà pour ça. Donc voilà, petit focus sur la SCI Art. Donc juste comment on intègre en fait, comment on crée de la SCI Art et comment on intègre ça sur son site. Vous avez pas mal de sites internet qui proposent déjà des designs faits. Vous avez des bibliothèques en fonction des thèmes, etc. d'ACI Art. Ou alors vous avez carrément des générateurs. Vous pouvez charger une photo et en fait c'est un générateur qui va vous transformer la photo en ACI Art. Donc là, je vous ai simplement mis un exemple en termes de balise. C'est juste avec la balise pré qu'on peut intégrer ça dans notre site. Donc là, voilà, on revient aux exemples. Alors, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Donc ensuite, en termes de conception technique, donc c'est les composantes de votre site internet. Et donc comme je vous l'ai dit, il faut limiter le nombre de requêtes HTTP. Donc tout ce qui va être vos plugins, il va falloir se poser la question. J'imagine que la plupart d'entre vous ont un site WordPress avec des extensions. De regarder déjà tout ce que vous avez comme extension installée sur votre site. Il y en a peut-être certaines que vous n'utilisez même pas et qui sont toujours installées sur votre site. Et de voir voilà la pertinence de ces extensions-là. Donc évidemment, il y a certaines extensions qui sont. L'objectif d'un site Lotech, c'est pas d'avoir une consommation carbone zéro, parce que ça n'existe pas. C'est juste essayer de réduire ce qu'on peut réduire. Donc de faire plus avec moins. En gros. Donc aussi supprimer toutes les extensions doublons et donc comme je vous expliquais, donc par exemple c'est les extensions que vous avez pu intégrer pour faire des tests puis en fait vous n'avez pas supprimé, etc. Et surtout aussi préférer des extensions qui sont multifonctionnelles. Donc par exemple Yoast SEO qui est le plugin un des plugins les plus utilisés pour faire du référencement. Il va à la fois vous générer un sitemap et à la fois vous proposer d'intégrer vos balises SEO. Donc voilà, ça peut être là pour le coup, c'est un plugin utile. En termes de contenu, alors il faut bien sûr privilégier des contenus légers. Donc les contenus très longs, ils vont contribuer à la consommation d'énergie. Donc pourquoi pas voilà essayer de minimiser son contenu. Et donc je voulais vous montrer un exemple. J'ai mis plus après. Entre deux moteurs de recherche, entre celui de Google et celui de Yahoo, on va avoir tendance à utiliser Google parce que l'interface est simple, on va droit au but et il n'y a pas beaucoup de contenu et on comprend tout aussi bien. Donc voilà.
Alors, attendez, je reviens. Et donc, on va favoriser aussi un design simple, épuré, accessible. L'idée, c'est de fluidifier le processus. Plus vous allez faciliter la vie de vos internautes, plus ils vont trouver l'information rapidement. Et mieux ce sera parce que moins ils vont passer de temps sur votre site. Donc, en termes de... Il y a une question qui a été posée sur l'atelier 1, qui était très pertinente. Je reste un peu sceptique, très difficile de changer les habitudes des clients, le visuel fait toujours rêver. Oui, on peut effectivement le voir comme ça. Il faut en fait aujourd'hui questionner son besoin. Un peu déconstruire la manière dont on crée notre site internet. À quoi sert mon site internet? Quels sont les objectifs de mon site? Dans le secteur du voyage, est-ce que votre internaute va faire son choix parce que votre site internet est beau? Non. Effectivement, ça va être une porte d'entrée, ça va lui montrer un peu votre production, tout ce que vous proposez, mais ce sera en aucun cas parce que votre site est beau que votre internaute va réserver chez vous. Ça va être par rapport plutôt au prix, à la disponibilité, à l'identité que vous dégagez de votre site, à la flexibilité, la réactivité du commercial, etc. Donc, voilà. Tout ça pour dire que si on veut changer, il faut surtout changer les modes de production. Donc la manière dont on présente notre contenu. En fait, il y a une question qu'il faut se poser, c'est que les visuels photos, ils sont souvent les mêmes d'un site à l'autre et la plupart sont aussi sur Instagram. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre plein de photos qu'on va retrouver sur plein de sites différents? Pareil, je pose la question. Et donc pour illustrer tout ça, je voulais vous faire part d'une étude qui a été réalisée récemment sur le site de The Conversation, qui en fait détermine que de plus en plus, les sites sont de plus en plus similaires. Donc là, vous voyez, vous avez un graphique qui représente la similarité des sites en fonction de leur couleur, de leur template, etc. Et donc, plus les chiffres sont faibles et plus les sites étudiés, en moyenne, sont similaires. Donc, c'est une étude qui a été réalisée sur 10 000 sites et environ 200 000 images. Et en fait, pourquoi? Parce que les designers aujourd'hui s'appuient sur des bibliothèques de code, alors qui sont à la fois intéressantes parce qu'elles sont hyper optimisées, hyper accessibles. Elles permettent notamment de proposer des templates pour les malvoyants. Elles permettent de conserver les données en termes de confidentialité, c'est très bien. Mais il y a aussi un petit souci, c'est que ces bibliothèques de code-là qui sont utilisées par les designers pour gagner du temps, elles sont en train d'acquérir un pouvoir disproportionné parce qu'elles vont à terme changer l'esthétique des sites. Et on va avoir des sites qui vont être très uniformisés. Et donc, je vous ai fait un petit exemple. J'ai pris 3 sites de réceptifs sur des présentations fiches produits qui sont un peu positionnés sur le même segment. C'est 3 agences réceptives en Bolivie. Et donc, vous pouvez voir en fait que c'est assez construit de manière similaire. Vous avez le bandeau, vous avez le descriptif du jour par jour, une petite carte. Enfin voilà, on est vraiment sur des templates et des architectures d'information qui sont assez similaires. Alors ça, on en a déjà parlé. Et donc voilà, tout ça pour dire que on fait un cyclotech, oui, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le mettre en place dans une stratégie qui est totalement assumée et qui est en lien avec ces actions-là. Sinon, ça s'appelle du greenwashing et ça, c'est surtout ce qu'on veut éviter. Donc, voilà. Moi, je vous pose la question aujourd'hui, quel message on veut faire passer sur le site internet en termes de transparence, de responsabilité du communicant, comme je vous expliquais. Si vous faites un site low-tech demain, il est très important d'expliquer votre démarche à vos internautes parce que il va forcément peut-être être un peu étonné de la manière dont le site est construit. On est face en fait à des contraintes quand on veut concevoir son site, mais ça invite aussi à la créativité et surtout à sortir peut-être des templates qui sont uniformisés et vraiment se faire sa propre image d'entreprise. Donc ça implique aussi de redéfinir les valeurs de son entreprise, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, d'accompagner l'usager en termes d'expérience client. Quand l'usager va arriver sur votre site, il va falloir l'indiquer peut-être maximiser son expérience client.
et de questionner la pertinence de votre contenu. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir 50 pages de 50 produits qui sont peut-être présentés pareil un peu que chez mon concurrent, plutôt que d'avoir 6 pages ultra optimisées qui montrent vraiment la valeur ajoutée de mon entreprise, la manière dont on travaille, etc. Ce sont des questions auxquelles je vous invite à réfléchir et puis à me faire part pour les questions-réponses. Donc, quelques pistes de réflexion. Il y a eu une question pareille sur l'atelier 1 qui disait « Ne peut-on pas pousser la collaboration entre les acteurs du tourisme, sachant que souvent, on retrouve les mêmes contenus sur des sites différents, mais on se heurte à la libre concurrence ?» Donc, moi, je vous propose 3 axes. L'idée, c'est pas de vous développer un site low-tech pour tout, pour l'industrie, parce que sinon on va retomber dans cette problématique d'uniformisation. Mais c'est juste de s'approprier du coup de nouveaux moyens et outils de communication, peut-être sortir de la Google dépendance. Aujourd'hui, on fait pas vraiment la communication qu'on souhaite. On doit plaire à Google, plaire à Facebook, on a des formats qu'on nous impose, etc. Pourquoi on n'essayerait pas de réfléchir, d'ouvrir un peu les opportunités. Donc voilà, je propose des événements locaux, via des livres, des films, des initiatives locales, de proposer aussi une expérience différente à ses internautes, peut-être en rendant notre contenu un peu plus original. Pourquoi pas revoir les fiches produits, la présentation d'un voyage qui est, comme on l'a pu voir sur les exemples, qui est très similaire, qui est pas forcément différenciante, et aussi s'appuyer sur de la collaboration et du partenariat avec des plateformes. Vous avez évidemment Together, je pense qu'on a notre rôle aussi à jouer sur cette problématique-là, de voir s'il n'y a pas des idées. Vous avez Apidae aussi. Apidae, c'est un système d'information touristique français qui regroupe toute la donnée touristique en France, donc les hôtels, les offices de tourisme, les restaurants. Et en fait, il y a la plupart de ces offices de tourisme qui sont, en fait, c'est une énorme base de données sur toute la France. Et ce qui permet à la fois d'avoir une donnée fiable, parce que vous allez changer la donnée sur uniquement une base de données. Et en fait, la force de cet outil-là, c'est que c'est relié au site internet des hôteliers, des offices de tourisme, et vous allez pouvoir, quand vous allez mettre à jour votre base de données, ça va s'afficher automatiquement sur votre site internet ou sur, je sais pas moi, une tablette dans un office de tourisme, etc. Voilà, voilà, tout ça pour vous dire que pour conclure un petit peu sur cet épisode 2, qu'il y a des gestes à faire, à réaliser soi-même sans pour le moment faire appel à un développeur ou autre. Évidemment, il y a beaucoup de gestes que je vous ai pas présentés sur nettoyer son code, etc. Mais là, je voulais vraiment rentrer dans le pratico-pratique avec vous pour ce premier atelier un petit peu plus concret que le premier où on faisait les constats, etc. et de se dire qu'il fallait faire quelque chose. Je vous propose, voilà, il faut aussi déconstruire ces outils. Qu'est-ce qui fonctionne? Faire un petit peu un état des lieux des outils que j'ai aujourd'hui. Nous, par exemple, chez Together, on sait que notre newsletter, elle fonctionne ultra bien. Les réseaux sociaux, un peu moins. Voilà, on se pose des questions en ce moment de se dire est-ce que il faut pas privilégier juste un réseau social plutôt que d'être sur 3. Donc il faut de toute façon réfléchir au cas par cas et en fonction des besoins de votre entreprise. Il faut surtout aussi, on a appris sensibiliser et surtout comprendre ces impacts-là. Et afin d'éviter le greenwashing, d'être transparent dans votre démarche. C'est le plus important. Et je voulais juste terminer avec des principes d'une designeuse qui s'appelle Marie-Cécile Paccard, que je suis pas mal, et qui s'intéresse à ces problématiques depuis pas mal de temps. Elle dit qu'il y a 4 piliers. C'est la prospérité, c'est définir le juste besoin, quels sont les objectifs de mon site internet et le pouvoir le réaliser de manière le plus simple possible. Et en termes aussi de résilience, demain on ne sait pas de quoi demain sera fait. La résilience, c'est se remettre des chocs et donc essayer d'avoir un site internet qui puisse être flexible par rapport à les enjeux futurs. Et enfin, en termes de circularité, d'essayer pourquoi pas de pouvoir de se baser sur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, tous nos
nos terminaux sont alimentés par de l'énergie fossile. Vous avez d'ailleurs un très bon exemple si vous vous intéressez, si vous voulez un peu creuser, si vous connaissez pas le Low-Tech Magazine, qui en fait alimente son site avec un serveur solaire, à énergie solaire. Et donc ce site, quand il y a plus de soleil, ce site au bout de 2 jours, il est plus en ligne. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'accéder tout de suite maintenant à la formation? Si j'y accède dans 2 jours, est-ce que ça va changer ma vie? Je ne sais pas. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ce que je vous propose, c'est, j'aimerais bien un peu savoir de qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous faites, c'est une action que vous voulez mettre en place demain dans votre entreprise? Et si je voulais juste terminer par quelque chose. Tout à l'heure, je disais, il faut passer de l'iPhone au Nokia. Donc c'est plus par rapport à l'usage. Aujourd'hui, nos iPhones, ils font énormément de trucs. Est-ce que au final, on sort en fait de l'usage principal qui était de téléphoner, de communiquer et d'envoyer des SMS. Donc est-ce qu'il serait pas intéressant de revenir au Nokia? Et certaines personnes disent oui, mais le low-tech, c'est revenir à l'âge de pierre. Et c'est plutôt revenir en fait à l'âge de raison. Aujourd'hui, on a une utilisation du numérique qui est pas du tout compatible avec les enjeux de demain. Donc, est-ce qu'il serait pas plutôt judicieux d'anticiper un peu tout ça plutôt que demain subir des restrictions législatives ou autres par rapport à notre utilisation du numérique? Voilà, merci de m'avoir écouté. Et j'attends vos questions, vos remarques, vos idées. N'hésitez pas à poser vos questions pour l'atelier 3. J'ai pas parlé de tout. Alors, attendez. Je regarde juste le chat. SEO naturel. En migrant nos sites l'an passé et en enlevant un grand nombre de pages, ils ont totalement chuté en SEO naturel. Es-tu sûr qu'un site low-tech peut bien se référencer? As-tu des exemples? Alors, les principes du SEO naturel, en fait, il y a plusieurs, ça se base sur plusieurs choses. Alors, attends. Vous avez enlevé quoi comme nombre de pages, par exemple? Vous avez enlevé des pages produits? C'est une très bonne question, effectivement, et j'imagine que c'est une de vos craintes par rapport au référencement naturel. Ce que je vous propose, c'est que je vais noter ça et je vais investiguer. Comme je vous l'ai dit, je suis en phase d'exploration, donc je n'aurai pas les réponses à toutes vos questions. Tout ce que je sais, c'est que le SEO il prend en charge, en compte pardon, plusieurs éléments. La manière dont vous référencez votre contenu, donc vos balises, mais aussi la manière dont votre site, la vitesse de chargement de votre site. Donc le site Lotech va vous permettre de gagner en rapidité de chargement. Mais effectivement, ce serait intéressant, Audrey, de voir ensemble sur les raisons en fait de tout ça. Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, les GAFA ont pris en fait ce problème à bras le corps, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on peut estimer que plus tard, il y aura peut-être des moteurs de recherche qui seront uniquement dédiés au cyclotech. Alors, merci. Une centaine de pages de circuit. Ok. Alors, effectivement, je pense qu'il faut pas, peut-être pas faire de passer de tout à rien, de dire demain j'enlève 100 pages de mon site. Peut-être qu'il faut faire des tests, y aller en tâtonnant. Pourquoi pas dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment y aller en tâtonnant. Donc, merci de ta remarque. Effectivement, je vais chercher, je vais creuser la question parce qu'elle c'est très pertinent. Également sur le contenu léger, on voit que nos pages de plus de 100 mots sont bien mieux référencées que sur les pages légères. Oui, effectivement, plus vous avez des mots-clés, plus tu vas avoir de mots-clés sur ton article et mieux ça sera. Effectivement, c'est le référencement, comme je te dis, j'ai pas la réponse aujourd'hui, je veux pas parler de choses que je connais pas. On pourra, si tu veux, réfléchir ensemble à tout ça. Pas de souci. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des interrogations par rapport à tout ce que je vous ai dit? Alors, une question par rapport au PDF téléchargeable. Alors comment alléger un PDF?
Alors Philippe, ce que je te propose, c'est d'aller. Il y a des outils en fait qui permettent d'optimiser le poids de tes fichiers. Donc tu peux aller sur chercher un outil. Là, je crois que je t'avais parlé de Optimizer, ou sinon il y a plein d'outils en fait sur Internet. Il y a l'embarras du choix pour aller compresser tes fichiers. Quel est l'impact par ordre de grandeur des sites web vs vidéo vs email vs réseaux sociaux? Ok. Alors les impacts sont différents. Euh, En fait, je pense qu'il est pas, il faut pas se dire, je vais prendre mon site internet parce que je pense il faut se dire tout ce que je peux faire, je vais le faire. Comme je dis, il y a pas d'impact, il y aura pas d'impact zéro. C'est juste de se dire que je vais pouvoir essayer de réduire l'impact que il faut connaître en fait ces impacts. Donc je sais pas lequel est le mieux. Comme je t'expliquais, les mails c'est très peu significatif, les vidéos c'est ultra significatif par contre. Moi, si tu me disais demain sur quoi je dois m'attaquer en premier, Audrey, je dirais ton site web et tes vidéos. Par rapport, tu peux utiliser la technique du lazy loading que j'ai expliqué sur YouTube tout à l'heure, qui permet de recharger une seule requête au lieu de 14 si l'internaute n'a pas envie de cliquer dessus. Et, et après, il faut faire chaque chose en son temps. Il faut pas non plus se mettre une pression sur ça. Il faut, euh, il faut y aller à son rythme. Voilà. Alors, une question de Véronique. Mon site est à 90% et B 88%, donc ça va. Ah bah oui, mais tu peux regarder sur, notamment quand tu vas à la fois sur EcoIndex ou sur ton GT Metrics, il va te sortir en fait des axes d'amélioration. En fait, un site est toujours perfectible. On n'arrivera jamais à la perfection. Y a-t-il beaucoup d'entreprises dans le tourisme qui utilisent le low-tech? Tu as des exemples de sites qui utilisent? Bah non, justement. Là, c'est pour ça, je vous dis, on est vraiment en situation d'exploration. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de site qui se base sur ces principes-là. C'est quand même ça fait quelques années qu'on en parle, mais justement c'est un énorme challenge aussi pour l'industrie du tourisme. C'est pour ça que j'engage ces premières discussions avec vous. Euh, Moi, comme je vous disais, je me suis intéressée au sujet il y a quelques mois, donc je suis loin de tout connaître, mais l'idée, voilà, c'est d'avancer ensemble. Donc, notamment, là, les questions d'Audrey sur le référencement, elles sont extrêmement pertinentes parce que c'est évidemment des craintes que vous avez tous de dire oui, si j'enlève les pages de mon site, si je baisse, si mon SEO baisse, alors que je viens d'expliquer que si vous augmentez la vitesse de vos pages, la manière dont la taille du contenu pour qu'il soit plus indexé, ça augmente votre SEO. Évidemment, c'est des questions qu'il faut mettre qu'il faut penser. Donc non, je n'ai pas vu Constance pour l'instant de Cyclotech, mais je le note et on pourra en parler lors de l'épisode 3. Ah, Maya Sai. Alors du coup, merci Maya. Philippe, apparemment, il y a un logiciel, un outil qui s'appelle I Love PDF qui permet de comprimer tes fichiers. Faire évoluer ces sites par soucis d'efficience énergétique tout en s'inquiétant de thématiques SEO, n'est-ce pas justement faire du greenwashing? À l'inverse, est-ce que ne pas en faire revient pas à se dire Google s'en tape, voire même a vraiment besoin d'un site internet? Bah oui, en fait, c'est un peu déstructurer, déconstruire tout ce qu'on nous a appris en com, etc. Euh, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre toujours être bien référencé sur les moteurs de recherche, etc., mais aussi de trouver des solutions de communication qui sont en dehors de Google. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les pistes de réflexion, on dépend beaucoup en fait de nos outils et on n'est pas très libre en fait dans la manière de communiquer sur ça, notamment sur Google. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions je pense à Together qui est basé en France. Est-ce qu'il n'y aurait pas des événements à faire je pense il faut essayer de trouver aussi d'accompagner cette problématique-là avec d'autres solutions, d'autres moyens, outils de communication qui sont pas forcément encore utilisés dans le tourisme. À l'inverse, ne pas faire Ouais, est-ce qu'on a besoin d'un site internet? Alors dans le tourisme, on va vous dire en ce moment oui. En fait, on se pose plus la question quand on veut faire de la communication, on se dit qu'il faut un site internet, que ça rassure d'être présent sur la toile. C'est des questions effectivement qu'il faut se poser. Est-ce que
un site internet aujourd'hui, il est indispensable, ou est-ce que, par exemple, je peux pas utiliser, on a vu tout à l'heure les outils libres, je vais créer mon réseau social, ma petite communauté sur cet outil libre-là. Ça va permettre à mes utilisateurs de se sentir un peu privilégiés, de dire ah ouais, moi je suis sur un nouvel outil, on va pas récupérer mes données. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ces ateliers-là, c'est de questionner tout ça. Ne serait-il pas de faire un annuaire de sites low-tech, quel que soit le domaine, pour avoir des références, des idées? Oui, c'est une très bonne remarque, Philippe. J'en ai quelques-uns que je pourrais vous envoyer. Alors attendez, je peux même vous les mettre là maintenant. Ah non, ils sont pas sur celui-ci. Mais c'est une très bonne idée d'avoir en fait de s'inspirer un petit peu de ce qui existe déjà, même si on n'est pas dans le secteur du tourisme, de voir un petit peu ce qui se fait. C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, on va certainement sortir un livre blanc très prochainement sur les bonnes pratiques, justement en termes d'optimisation des outils qu'on utilise par rapport à nos outils qu'on utilise. On pourrait partager cette annuaire. C'est une très bonne idée, Philippe. Oui. Et réfléchir ensemble sur voir un petit peu ce qui se passe. Alors, Justine, est-ce qu'il peut justement être pertinent d'utiliser parfois des navigateurs alternatifs type Lilo? Bien sûr, on ne supprime pas notre dépendance à Google. Oui, vous avez Lilo et Cosia qui sont des moteurs de recherche avec une visée. Par exemple, vous allez, si vous utilisez Ecosia, à chaque fois que vous faites une recherche, ça va planter un arbre. Donc oui, bien sûr, et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui les utilisent d'ailleurs, parce que on en parle beaucoup du réchauffement climatique et c'est des craintes de la part de tout le monde. Donc oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste des outils et leur intérêt? Justement, Véronique, comme je te disais, on va mettre en place prochainement un livre blanc pour vous accompagner dans cette transition-là. Je vais regarder ce qui se fait dans le sport, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'utilise OK. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Sinon, il n'y a plus qu'à vous remercier. Je vous invite du coup, je vais vous proposer prochainement une date pour un atelier 3 qui sera très certainement du coup sur le référencement. Donc comme je vous disais, on avance ensemble, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Et j'espère que ça vous a donné envie en tout cas de commencer par le commencement, notamment d'optimiser vos vidéos, peut-être d'optimiser vos images si ce n'est pas encore le cas, de supprimer certaines extensions, certains plugins de vos sites WordPress si vous êtes sur WordPress. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous. Attends, vous écrivez encore. J'attends un peu. Au revoir.